Bienvenue à tous dans cette nouvelle exploration. On va se pencher sur une question vraiment fondamentale. Est-ce qu'on est mauvais ou est-ce qu'on devient? Ah, la vieille question de la nature humaine, Yumi Warner. C'est un sujet passionnant qui a fasciné les penseurs depuis la nuit des temps. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de réponse simple. Exactement. Et c'est pour ça qu'on va essayer de l'explorer sous différents angles aujourd'hui. On va se plonger dans la spiritualité, la psychologie pour essayer de démêler tout ça. Alors, prêt pour cette plongée au cœur de l'âme humaine, ok. Prêt à plonger. Commençons peut-être par la spiritualité. Beaucoup de traditions insistent sur l'idée d'une pureté originelle de l'âme. Oui, c'est vrai. On retrouve cette idée dans plusieurs courants de pensée. Exactement. Prenez le christianisme, par exemple. L'homme, créé à l'image de Dieu. L'accent est mis sur cette étincelle divine, ce potentiel de bien en chacun de nous. Malgré le péché originel, bien sûr, qui vient un peu complexifier les choses. Oui, bien sûr, il y a cette notion de faute originelle. Mais il y a aussi, en parallèle, cette idée que l'on est porteur d'une étincelle divine. On est trait avec une sorte de boussole intérieure pour nous guider vers le bien. Une boussole intérieure qui nous permettrait de nous orienter, mais qu'on pourrait parfois, malheureusement, choisir d'ignorer. C'est exactement ça. Et cette idée de pureté originelle, on la retrouve aussi dans d'autres traditions. Le bouddhisme, par exemple, parle de la Bouddha nature. La nature de Bouddha en chacun de nous. Exactement. Cette pureté est fondamentale, présente en chaque être. Et l'illumination, dans le bouddhisme, c'est en quelque sorte se reconnecter à cette nature profonde. C'est intéressant. C'est comme si on naissait avec un potentiel de lumière en nous, et que le but de la vie, ce serait de laisser cette lumière émerger. C'est une belle image. Et ce qui nous éloignerait de cette lumière, de cette pureté originelle, ce serait nos illusions, nos attachements, notre ignorance. Donc, si je comprends bien, pour ces traditions spirituelles, le mal ne serait pas une fatalité. Non, pas du tout. Ce serait plutôt le résultat d'un éloignement de notre vraie nature. Exactement. Et c'est une vision qui invite à la compassion, à la compréhension. Car si le mal vient d'une forme d'ignorance, alors la solution réside dans la connaissance de soi, dans la recherche de la vérité. Et le karma, dans tout ça, c'est une notion qu'on retrouve dans l'hindouisme et le bouddhisme, n'est-ce pas? Tout à fait. Le karma, c'est cette loi de cause à effet. Chaque action a des conséquences, et on récolte ce qu'on sème. Donc, si on a fait de mauvaises choses dans une vie antérieure, on en subit les conséquences dans cette vie. On va dire plutôt qu'on porte en nous les conséquences de nos actes passés. Ce qui peut se traduire par des difficultés, des épreuves à surmonter. Mais attention, le karma n'est pas une punition. C'est plutôt une opportunité d'apprendre, d'évoluer. Donc, même si on a commis des erreurs dans le passé, on a toujours la possibilité de changer notre destin, de créer un avenir meilleur. Exactement. Et c'est là que la notion de libre arbitre prend tout son sens. Le karma n'est pas un destin immuable. On a toujours la possibilité de choisir nos actions, même si on est influencé par notre passé. On est responsable de nos choix, en somme. Tout à fait. Et dans l'hindouisme, on parle du dharma, qui est notre devoir, notre chemin de vie. En étant conscient de nos pensées, de nos paroles, de nos actions, on se met en accord avec ce dharma. C'est fascinant de voir comment ces traditions spirituelles, malgré leurs différences, se rejoignent sur l'importance du libre arbitre, de la responsabilité individuelle. Oui, c'est un point commun fondamental. Mais n'oublions pas que la psychologie a aussi son mot à dire sur la question du bien et du mal. Absolument, on ne vit pas dans un monde uniquement spirituel. Notre environnement, notre éducation, nos expériences, tout cela doit forcément jouer un rôle dans la construction de notre personnalité, de notre rapport au bien et au mal. Exactement. Et la psychologie nous offre des outils précieux pour comprendre comment ces différents facteurs interagissent. Prenons par exemple la théorie de l'attachement développée par John Bowlby. Oui, j'ai déjà entendu parler de cette théorie, mais je ne suis pas sûr de bien la comprendre. Vous pouvez nous l'expliquer, Afa? En résumé, la théorie de l'attachement explique que la qualité des relations que l'on tisse dès notre plus tendre enfance, notamment avec nos parents, va influencer notre capacité à construire des relations saines à l'âge adulte. Ce qui est assez logique quand on y pense. Si on n'a pas reçu suffisamment d'amour, d'attention, de sécurité affective durant l'enfance, cela doit forcément laisser des traces. Exactement. Un attachement dit sécure va favoriser un développement émotionnel harmonieux, tandis qu'un attachement dit insécure peut engendrer des difficultés relationnelles, émotionnelles et comportementales plus tard dans la vie. C'est fou de se dire à quel point ces premières expériences, ces premiers liens affectifs peuvent nous marquer durablement. Oui, c'est une période cruciale dans le développement de l'enfant. Et si on va un peu plus loin, on peut parler de la théorie psychosociale de Erik Erikson. Eric Erickson about.
Le psychologue qui a décrit les différentes étapes du développement humain-humain. Exactement. Erickson a décrit 8 stades de développement, chacun caractérisé par un défi psychosocial particulier. L'idée, c'est que si l'enfant ne surmonte pas correctement le défi d'un stade donné, il risque de traîner des difficultés relationnelles et émotionnelles par la suite. Par exemple, c'était... Prenons le premier stade, celui de la confiance versus la méfiance. Si le bébé, durant sa première année de vie, ne reçoit pas les soins adéquats, s'il ne se sent pas en sécurité affective avec ses parents, il risque de développer un sentiment de méfiance envers le monde qui l'entoure. Ce qui peut se traduire par des difficultés à créer des liens, à faire confiance aux autres plus tard. Exactement. Et cela peut avoir des répercussions sur tous les domaines de sa vie. Ses relations amoureuses, ses amitiés, sa vie professionnelle, etc. On voit bien que l'environnement familial joue un rôle primordial dans le développement de l'enfant. Mais qu'en est-il des événements plus traumatiques? Comment l'enfant, l'adolescent, l'adulte gère des événements difficiles, douloureux? C'est là que la notion de traumatisme entre en jeu. Un traumatisme, qu'il soit physique, émotionnel ou psychologique, peut laisser des traces profondes dans le psychisme d'un individu. On pense évidemment aux enfants victimes de violences, de maltraitants, d'abus sexuels. Oui, ce sont malheureusement des situations qui laissent des marques terribles. Mais un traumatisme peut aussi être causé par un événement moins grave en apparence, comme un accident de voiture, un deuil, une séparation difficile. Et ces traumatismes, comment ils se manifestent, Brad? Cela peut aller de simples angoisses à des troubles plus graves, comme le trouble de stress post-traumatique, la dépression, les addictions. Les personnes traumatisées peuvent souffrir de flashbacks, de cauchemars, d'hypervigilance, d'irritabilité, de difficultés de concentration, de troubles du sommeil. On imagine aisément les conséquences sur la vie quotidienne, sur les relations aux autres. Face à ces épreuves, comment l'être humain tente de se protéger en sait. Le psychisme est une machine complexe et fascinante. Face à une situation difficile, à une souffrance trop intense, il va mettre en place des mécanismes de défense pour se protéger. Des mécanismes de défense, de quoi s'agit-il? Ce sont des stratégies inconscientes que l'on met en place pour se protéger d'une angoisse trop envahissante. Il en existe un grand nombre, mais on peut citer quelques exemples classiques. Oui, j'aimerais bien comprendre comment ça fonctionne. Prenons l'exemple du refoulement. C'est un mécanisme de défense très courant qui consiste à repousser dans l'inconscient un souvenir, une émotion, un désir que l'on juge inacceptable. On fait comme si ça n'existait pas. Exactement. Sauf que ce qui est refoulé ne disparaît pas pour autant, cela continue d'agir en nous, à notre insu, et cela peut ressurgir sous une autre forme. Symptômes physiques, troubles anxieux, etc. C'est fascinant et un peu effrayant à la fois. On n'est pas maître de tout dans notre propre esprit. C'est vrai. Et c'est pour cela qu'il est important d'apprendre à mieux se connaître, à identifier ses propres mécanismes de défense pour ne pas être gouverné par eux à notre insu. Et en dehors du refoulement, y a-t-il d'autres exemples de ces mécanismes de défense? Bien sûr. Il y a la projection, par exemple, qui consiste à attribuer à autrui des pensées, des sentiments, des désirs que l'on refuse de voir en soi. Ah oui, je vois le genre. Comme la personne qui accuse constamment son conjoint d'être infidèle alors que c'est elle qui est tentée par l'infidélité. Exactement. C'est un exemple typique de projection. Au lieu de reconnaître ses propres désirs, ses propres pulsions, on les attribue à l'autre. C'est un peu facile comme façon de se dédouaner. Disons que c'est un mécanisme de défense parmi d'autres. L'important, c'est d'en prendre conscience pour éviter que cela ne devienne un mode de fonctionnement systématique. Et à côté de ce mécanisme de défense, il y a aussi l'influence de notre environnement, de notre éducation, qui façonne nos comportements, nos valeurs. Absolument. Les théories comportementales ont largement démontré l'importance du conditionnement dans l'apprentissage. Le conditionnement NPI, c'est-à-dire En résumé, le conditionnement, c'est l'idée que nos comportements sont influencés par les conséquences qui en découlent. On a tendance à reproduire les comportements qui nous procurent du plaisir, une satisfaction, et à éviter ceux qui sont associés à une douleur, une punition. C'est un peu le principe du chien de Pavlov qui salive au son de la cloche. Exactement. Sauf que chez l'être humain, c'est évidemment plus complexe que ça. L'apprentissage social, l'imitation, le langage, tout cela joue un rôle important. Donc si on grandit dans un environnement violent, on a plus de chances de devenir violent à notre tour. Disons qu'on a plus de risques, oui. Car on aura intégré la violence comme un mode de communication, de résolution de conflits. C'est assez effrayant de se dire à quel point notre environnement peut nous influencer, même inconsciemment. C'est vrai. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'inverse est également vrai. Si on grandit dans un environnement bienveillant, aimant, on a plus de chances de développer des comportements positifs. C'est rassurant. Mais du coup, où est-ce que la génétique se situe dans tout ça? On est programmé ou est-ce que tout est une question d'apprentissage? Ah, le grand débat entre l'inné et l'acquis.
Et la vérité, comme souvent, se situe probablement quelque part entre les deux. C'est-à-dire à... La génétique nous donne un certain potentiel, des prédispositions, mais ce sont nos expériences, notre environnement qui vont déterminer comment ce potentiel va s'exprimer. On a tous en nous des gènes qui influencent notre comportement, notre personnalité. Absolument. Par exemple, on sait aujourd'hui que certains gènes sont associés à des traits de personnalité comme l'impulsivité, la recherche de sensations fortes, l'anxiété, etc. Donc si on a le gène de l'agressivité, on est forcément voué à devenir une personne agressive. Pas du tout. C'est là que la notion d'interaction gène-environnement est essentielle. Avoir un gène de l'agressivité ne signifie pas que l'on va forcément devenir une personne agressive. Cela signifie simplement que l'on a une prédisposition à réagir de manière plus impulsive, plus agressive dans certaines situations. Et l'environnement va jouer un rôle déterminant dans l'expression de cette prédisposition. Exactement. Un enfant qui a une prédisposition génétique à l'agressivité, mais qui grandit dans un environnement familial stable, aimant, qui apprend à gérer ses émotions, à résoudre les conflits de manière pacifique, a toutes les chances de devenir un adulte parfaitement équilibré. C'est rassurant, on n'est pas condamné par nos gènes. On a une marge de manœuvre. Exactement. Et c'est là que la découverte de l'épigénétique a révolutionné notre façon de voir les choses. L'épigénétique, c'est un domaine assez complexe, non? Vous pouvez nous expliquer ce que c'est? En résumé, l'épigénétique, c'est la science qui étudie comment l'environnement peut modifier l'expression de nos gènes sans pour autant modifier notre ADN. Nos gènes pourraient changer en fonction de notre mode de vie. En quelque sorte, oui. Imaginez un livre de recettes. L'ADN, c'est le texte du livre, les recettes. L'épigénétique, ce sont les annotations, les marques de crayon que l'on fait dans le livre et qui vont influencer la façon dont on va cuisiner la recette. C'est-à-dire que même si la recette de base est la même, le résultat final peut varier en fonction des annotations que l'on a faites. Exactement. L'épigénétique, c'est un peu comme un chef d'orchestre qui va dire à certains gènes de s'exprimer plus fort et à d'autres de se faire plus discret en fonction des informations qu'il reçoit de l'environnement. Et ces modifications épigénétiques, elles sont temporaires ou permanentes. Ça dépend. Certaines modifications sont réversibles, tandis que d'autres peuvent perdurer toute la vie, voire se transmettre aux générations futures. C'est-à-dire que nos expériences pourraient avoir un impact sur la santé de nos enfants, voire de nos petits-enfants. C'est une piste sérieuse, explorée par de nombreuses études. Par exemple, on sait aujourd'hui que le stress chronique, une mauvaise alimentation, le manque de sommeil peuvent entraîner des modifications épigénétiques qui augmentent le risque de développer certaines maladies, comme le diabète, les maladies cardiovasculaires, voire certains cancers. C'est fascinant et un peu vertigineux à la fois. On se rend compte à quel point tout est lié. Notre corps, notre esprit, notre environnement, l'histoire de nos ancêtres. Oui, l'épigénétique nous offre une vision plus globale, plus holistique de la santé et du bien-être. Et si on revient à la question du bien et du mal, est-ce que l'épigénétique peut nous éclairer? Est-ce qu'un environnement toxique pourrait par exemple activer des gènes qui nous rendraient plus enclins à la violence, à l'agressivité? C'est une question complexe et la recherche n'a pas encore toutes les réponses. Mais certaines études suggèrent que des expériences traumatiques précoces, comme la maltraitance, la négligence, pourraient effectivement entraîner des modifications épigénétiques qui augmentent le risque de développer des troubles du comportement, voire des comportements violents à l'âge adulte. Donc même si on n'est pas prisonnier de nos gènes, notre environnement peut avoir un impact considérable sur notre biologie et donc sur notre comportement. Exactement. C'est une invitation à prendre soin de soi, de son environnement, de ses relations, car tout cela peut avoir un impact sur notre bien-être, mais aussi sur celui des générations futures. C'est une responsabilité immense. Mais du coup, si l'environnement peut avoir un impact négatif, cela signifie qu'il peut aussi avoir un impact positif. Absolument. Un environnement stimulant, bienveillant, sécurisant favorise le développement de l'enfant sur le plan cognitif, émotionnel et social. De la même manière qu'un environnement toxique peut activer des gènes délétères, un environnement positif peut, au contraire, activer des gènes bénéfiques qui vont favoriser le développement de l'empathie, de la résilience, de la créativité. C'est encourageant. Cela signifie que l'on a un certain pouvoir sur notre propre destin et sur celui des générations futures. Mais concrètement, comment faire pour favoriser ces changements positifs, pour créer un environnement plus propice à l'épanouissement de chacun? C'est une vaste question. Et on va commencer à y répondre dès la deuxième partie de cette exploration passionnante. On se retrouve très vite pour la suite. Une vaste question, c'est certain. Et il n'y a pas de réponse simple, de solution miracle. C'est un travail collectif qui implique de nombreux acteurs. Les parents, les éducateurs, les politiques. Chacun à son niveau. Commençons par le commencement, par la cellule familiale.
Qu'est-ce qui fait qu'un environnement familial est favorable au développement de l'enfant, à l'épanouissement de son potentiel? L'amour, bien sûr, c'est la base de tout. Un amour inconditionnel qui donne à l'enfant le sentiment d'être aimé pour ce qu'il est et non pas pour ce qu'il fait ou ne fait pas. Un amour qui ne soit pas soumis à des conditions, à des exigences de performance. Précisément. L'enfant a besoin de se sentir en sécurité affective pour pouvoir se construire sereinement. Il a besoin de savoir que ses parents seront toujours là pour lui, quoi qu'il arrive. Un peu comme un refuge, un port d'attache dans la tempête. Exactement. Et au-delà de l'amour, il y a l'écoute, la communication bienveillante. Les parents sont les premiers modèles de l'enfant. S'ils communiquent avec lui de manière respectueuse, à l'écoute de ses émotions, ils lui apprennent à son tour à communiquer de manière saine et constructive. On crée un cercle vertueux, en quelque sorte. Tout à fait. Et puis, il y a l'importance de poser des limites claires et cohérentes. Des limites. Mais on parle de créer un environnement bienveillant. Non. Bien sûr. Mais la bienveillance, ce n'est pas la permissivité. L'enfant a besoin de repères, de limites pour se sentir en sécurité et pour apprendre à vivre en société. C'est un peu comme un cadre à l'intérieur duquel l'enfant peut s'exprimer librement. Exactement. Les limites, ce n'est pas pour brimer l'enfant, c'est pour lui permettre de grandir et de s'épanouir harmonieusement. Et ces limites, comment on les fixe de manière juste et bienveillante? C'est tout l'art de l'éducation. Il n'y a pas de recette miracle, chaque enfant est unique. Mais on peut dire qu'une bonne limite, c'est une limite qui est claire, cohérente et expliquée à l'enfant. Expliquer. On discute avec l'enfant des limites qu'on lui impose. Absolument. L'enfant n'est pas un petit être dénué de raisonnement. Il a besoin de comprendre pourquoi on lui demande de faire ou de ne pas faire telle ou telle chose. Cela permet de responsabiliser l'enfant, de le rendre acteur de son éducation. Exactement. Et cela renforce le lien de confiance entre les parents et l'enfant. On voit bien que l'éducation, c'est un subtil équilibre entre l'amour, l'écoute et la fermeté. Mais qu'en est-il de l'influence de l'environnement extérieur, en dehors de la sphère familiale? L'environnement social joue également un rôle crucial dans le développement de l'enfant et dans sa relation au bien et au mal. On pense évidemment à l'école, aux copains, aux médias. Exactement. L'école, c'est un lieu d'apprentissage, bien sûr, mais c'est aussi un lieu de socialisation. C'est là que l'enfant apprend à vivre en groupe, à respecter des règles, à coopérer, à gérer les conflits. Des apprentissages essentiels pour devenir un adulte responsable et épanoui. Tout à fait. Et puis, il y a les copains, les amis qui jouent un rôle de plus en plus important à l'adolescence. Le groupe de pairs devient une référence, parfois même plus importante que la famille. C'est vrai. L'adolescent a besoin de s'identifier à un groupe, de partager des valeurs, des codes, des expériences. Et cela peut être très positif si le groupe en question est sain, constructif. Bien sûr. Mais cela peut aussi être un facteur de risque. Si le groupe valorise des comportements à risque, voire délictueux. La pression du groupe, le besoin d'appartenance peuvent pousser un adolescent à faire des choses qu'il n'aurait jamais faites seul. Exactement. C'est pourquoi il est important que les parents, les éducateurs, soient attentifs aux fréquentations des adolescents qui les aident à développer leur esprit critique, leur capacité à dire non. À se construire un socle solide, des valeurs propres qui leur permettront de résister à la pression du groupe. Tout à fait. Et puis, n'oublions pas l'influence des médias qui est omniprésente dans notre société. Télévision, Internet, jeux vidéo, réseaux sociaux. Les enfants et les adolescents sont bombardés d'images, de messages, parfois violents, anxiogènes. C'est vrai. Et cela peut avoir un impact sur leur développement, sur leur vision du monde, sur leur rapport au bien et au mal. On a parfois l'impression que la violence est banalisée, normalisée par certains médias. Oui, c'est un vrai danger. C'est pourquoi il est important de sensibiliser les enfants et les adolescents à l'esprit critique, de les aider à décrypter les messages, les images qu'on leur envoie. À faire le tri, en quelque sorte, entre ce qui est constructif, inspirant et ce qui est toxique, néfaste. Exactement. Et puis, au-delà des contenus eux-mêmes, il y a aussi la question du temps passé devant les écrans. C'est vrai que les enfants passent de plus en plus de temps devant leurs écrans, au détriment d'autres activités comme la lecture, le jeu en plein air, les relations sociales réelles. Et cela peut avoir des conséquences sur leur développement cognitif, émotionnel et social. Manque de concentration, difficulté à gérer ses émotions, repli sur soi. Exactement. C'est pourquoi il est important de limiter le temps passé devant les écrans et de favoriser les activités qui stimulent le développement de l'enfant sur tous les plans. On en revient à cette notion d'équilibre, qui est essentielle dans tous les domaines de la vie. Tout à fait. L'équilibre entre le corps et l'esprit, entre le temps pour soi et le temps pour les autres, entre le travail et les loisirs. Et cet équilibre, cet environnement favorable, est-ce que cela garantit pour autant que l'enfant deviendra un adulte bon, bienveillant
épanoui. Malheureusement, non. Il n'y a aucune garantie en matière d'éducation. On peut donner à un enfant tout l'amour du monde, l'élever dans un environnement stimulant et bienveillant, et malgré cela, il peut faire des mauvais choix, prendre des chemins qui nous déçoivent. C'est la part d'ombre qui sommeille en chaque être humain dont on parlait tout à l'heure. Exactement. On ne peut pas contrôler entièrement le destin d'un enfant. Il fera ses propres expériences, ses propres erreurs. Et c'est là que la notion de résilience prend tout son sens. La résilience, Oui, cette capacité à faire face aux épreuves de la vie, à surmonter les obstacles, à rebondir après un échec, un traumatisme, c'est une qualité précieuse, ça c'est sûr. essentielle même. Et la bonne nouvelle, c'est que la résilience, ça se travaille, ça se muscle comme un muscle. Et comment fait-on pour développer cette fameuse résilience? Il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu. Le premier, c'est la confiance en soi, l'estime de soi. Un enfant qui a confiance en lui, qui se sent capable de surmonter les difficultés, aura plus de facilité à rebondir face aux épreuves de la vie. Et c'est important de valoriser les enfants, de les encourager dans leurs efforts, de leur montrer qu'on croit en eux. Exactement. Et puis, il y a l'importance de développer son intelligence émotionnelle. Son intelligence émotionnelle. Oui, c'est-à-dire sa capacité à identifier, comprendre et gérer ses émotions. Apprendre à mettre des mots sur ses émotions, à les exprimer de manière adaptée. Tout à fait. Car une émotion non exprimée, c'est une bombe à retardement. Cela peut se traduire par des comportements inadaptés, voire destructeurs. Colère, tristesse, peur. Il est important d'apprendre aux enfants à accueillir leurs émotions, à les exprimer de manière saine. Exactement. Et cela commence par les parents, qui doivent eux-mêmes être capables de gérer leurs propres émotions. On en revient toujours à cette idée de modèle, d'exemple. Tout à fait. Les enfants apprennent beaucoup par mimétisme. Si les parents sont capables de gérer leurs émotions de manière calme et constructive, l'enfant intégrera ce modèle et aura plus de facilité à faire de même. Et au-delà de la confiance en soi, de l'intelligence émotionnelle, y a-t-il d'autres facteurs qui favorisent la résilience? Oui, bien sûr. Le soutien social, par exemple, est essentiel. Avoir des amis, une famille sur qui on peut compter. Exactement. Savoir qu'on n'est pas seul face aux difficultés, que l'on peut compter sur le soutien de ses proches, cela peut faire toute la différence. L'union fait la force, comme on dit. Tout à fait. Et puis, il y a l'importance de donner du sens à sa vie, d'avoir des projets, des aspirations qui nous motivent, qui nous donnent envie de nous dépasser. Avoir une raison de se lever le matin, en quelque sorte. Exactement. Cela peut être un projet professionnel, artistique, associatif, peu importe. L'important, c'est que cela fasse sens pour la personne, que cela lui donne envie d'avancer. Et cela nous renvoie à la question du libre arbitre, de la responsabilité individuelle. Même si on a vécu des épreuves difficiles, on a toujours la possibilité de choisir comment on réagit, comment on rebondit. Exactement. On n'est pas condamné à reproduire les schémas du passé, à rester prisonnier de nos blessures. C'est un message d'espoir, finalement. On a toujours le choix, on a toujours la possibilité de devenir meilleur. Tout à fait. Et c'est ce message d'espoir que j'aimerais transmettre à vos auditeurs. Eh bien, c'est une très belle conclusion pour cette deuxième partie. On a exploré de nombreuses pistes pour tenter de comprendre ce qui fait qu'un être humain devient bon ou mauvais. On a vu que c'est une question complexe, qui ne se résume pas à une simple opposition entre l'inné et l'acquis. C'est une multitude de facteurs qui interagissent. Notre héritage génétique, notre éducation, nos expériences, nos rencontres, nos choix. Et malgré cette complexité, on a vu qu'il y a de l'espoir. Que l'on n'est pas des pantins manipulés par notre biologie ou notre environnement. Que l'on a une part de liberté, une capacité d'agir sur notre destin. Et que cette liberté, cette responsabilité, c'est aussi ce qui fait la grandeur de l'être humain. Exactement. On se retrouve très vite pour la troisième et dernière partie de cette exploration passionnante. D'ici là, prenez soin de vous et des autres. À très bientôt. On se retrouve pour la dernière partie de notre exploration sur cette question. N'est-on mauvais ou le devient-on? On a vu que la réponse est loin d'être si simple. Pas simple du tout. Mais si on devait retenir une chose de nos discussions, c'est que l'être humain est loin d'être une machine préprogrammée. On a cette capacité d'agir, de changer, d'évoluer. Absolument. Et cette capacité de transformation est au cœur de notre réflexion aujourd'hui. On a parlé de résilience, de cette force intérieure qui nous permet de rebondir après les épreuves. Mais il y a une autre dimension essentielle pour passer du crois bien bien au mieux, le pardon. Le pardon. J'avoue que c'est une notion qui me laisse un peu perplexe. Pardonner, est-ce que ce n'est pas un peu donner raison à ceux qui nous ont fait du mal? C'est une question que beaucoup de gens se posent. On a souvent une vision erronée du pardon. Pardonner, ce n'est pas oublier, ce n'est pas excuser, et ce n'est certainement pas cautionner les actes commis. Alors, qu'est-ce que c'est vraiment? Pardonner, c'est avant tout un acte qu'on fait pour soi-même.
C'est choisir de se libérer du poids du passé, de la rancœur, de la colère. C'est refuser de rester prisonnier de la souffrance. C'est un peu comme si on se libérait d'une chaîne qui nous retient en arrière. Exactement. Le pardon, c'est un acte de liberté intérieure. Ce n'est pas une obligation, bien sûr. Et cela peut prendre du temps. Mais c'est une démarche extrêmement puissante pour se reconstruire, pour retrouver la paix intérieure. Et concrètement, comment on fait pour pardonner, surtout quand la blessure est profonde? Il n'y a pas de recette miracle. Chaque chemin de pardon est unique. Mais il y a quelques étapes clés qui peuvent guider le processus. Je vous écoute. La première étape, c'est d'accepter la réalité de ce qui s'est passé. Reconnaître la blessure, la souffrance. C'est souvent la partie la plus difficile, non. Accepter qu'on nous ait fait du mal. Oui, c'est souvent douloureux de revivre ces moments difficiles. Mais c'est une étape essentielle pour pouvoir avancer. On ne peut pas guérir une blessure qu'on refuse de regarder en face. Et une fois qu'on a accepté la réalité de la blessure, On peut commencer à cultiver la compassion. D'abord envers soi-même. S'accorder le droit de souffrir, sans jugement, sans culpabilité. être bienveillant envers soi-même, comme on le serait avec un ami proche qui souffre. Exactement. Et petit à petit, on peut essayer d'étendre cette compassion à la personne qui nous a fait du mal. Là, ça se compliquait. Comment avoir de la compassion pour quelqu'un qui nous a blessés? C'est un défi, c'est certain. Mais rappelez-vous que derrière chaque acte blessant, il y a souvent une histoire de souffrance. La personne qui nous a fait du mal était peut-être elle-même blessée, en colère, perdue. Cela n'excuse en rien ses actes, mais cela permet de les comprendre et de dépassionner le regard qu'on porte sur la situation. Prendre du recul, ne pas s'enfermer dans la colère. Précisément. Et c'est ce qui permet, petit à petit, de laisser la place au pardon. Un pardon qui n'efface pas le passé, mais qui nous libère de son emprise. C'est une belle leçon de sagesse. Mais pardonner, est-ce que cela signifie qu'il faut oublier ce qui s'est passé? Pas nécessairement. Le pardon, c'est un cheminement intérieur, une décision personnelle. Il n'y a pas d'obligation de pardonner, ni d'oublier. On peut pardonner à quelqu'un, sans pour autant cautionner ses actes. Absolument. Le pardon, c'est se libérer soi-même du poids du passé, c'est se donner la chance de vivre un présent et un avenir plus serein. C'est une notion vraiment profonde, mais je crois comprendre qu'au fond, le pardon, c'est avant tout un cadeau qu'on se fait à soi-même. Exactement. Et c'est un cadeau qui peut transformer notre vie. Voilà qui clôt notre exploration sur la question. N'y est-on mauvais ou le devient-on? On a vu que ce n'est pas une question de blanc ou de noir, de bien ou de mal absolu. On est avec un certain bagage. On grandit dans un environnement qui nous façonne. Mais malgré tout cela, on garde toujours une part de liberté, une capacité d'agir, de choisir notre chemin. On n'est pas condamné à reproduire les schémas du passé. On a toujours la possibilité d'évoluer, de grandir. Et c'est peut-être ça, la plus belle nouvelle de toutes. Merci infiniment pour cette discussion passionnante. Chers auditeurs, j'espère que cette plongée dans les méandres de la nature humaine vous aura éclairé. Prenez soin de vous et à bientôt pour de nouvelles explorations. Si vous avez aimé, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour ne rater aucune notification. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook et X pour plus de contenu exclusif. Et pour aller encore plus loin dans votre voyage spirituel, visitez cielcristallin.com, où vous trouverez des articles, des guides et bien plus encore pour nourrir votre chemin intérieur. À très bientôt chez les éclaireurs.